généralement, c'est... Quoi? Pareil. Bon, ça marche, ça tourne. Vous avez le floor. Est-ce que, je sais pas, Anaïs, par exemple, tu veux demander à Johan de raconter l'histoire de comment est née en fait Est-ce que tu te souviens comment est née cette association? De quoi c'est parti? Alors, l'association, elle est née d'un dépôt de documents à la préfecture, comme toutes les associations. Mais avant, il y a eu toute une genèse. Donc, ça a commencé par un constat. Donc, un constat que l'intelligence artificielle, c'est un sujet vraiment à la mode. Un peu tellement à la mode qu'on entendait tout et n'importe quoi. On avait notamment, Anaïs et moi, assisté à une conférence en ligne sur comment gagner beaucoup d'argent grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, cette conférence, on s'est dit, mais c'est n'importe quoi. On a entendu tellement d'aberrations pendant cette conférence sur ce que c'est que l'IA, sur comment gagner de l'argent avec, qu'on s'est dit, ouais, là, il va falloir un peu remettre les pendules à l'heure. Donc, on a décidé de créer une association pour justement expliquer aux gens ce que c'est vraiment l'IA, ce que ça peut potentiellement apporter, ce que ça n'apportera pas et comment ça marche. Et on s'est dit, allez, tant qu'on y est, autant faire ça à La Réunion, parce que généralement, à La Réunion, on a souvent, c'est pas une critique, mais c'est un constat, on a souvent, parfois, quelques métros de retard sur certains sujets. Donc on s'est dit, pour une fois, ça serait cool qu'on soit pas en retard, et on a décidé de lancer ça comme ça. C'est ça? C'est ça. C'est bon. Demande-lui sa version. Ouais. Et du coup, toi, comment tu l'as vécu cette création? Oui, c'était en mai. On discutait déjà beaucoup d'IA, Johan et moi. Pas forcément que d'IA générative, parce qu'il y a plusieurs IA. Et il y a cette fameuse conférence de quelqu'un qui a beaucoup de renommée, donc il y avait 50 000 personnes sur cette conférence, avec des techniques de storytelling et de vendeur, parce qu'il était là pour vendre une formation. Il la vendait bien d'ailleurs. Et c'est vrai que ça nous a fait un wow. Il y en aura peut-être un autre qui fera ça en local sans avoir alors, en ayant probablement les compétences ou pas d'ailleurs, mais avec un côté de je veux juste faire du blé et pas j'ai envie de démocratiser le sujet, etc. Et donc on a fait l'assaut et on a fait un sacré travail en quelques mois de sensibilisation, d'expliquer ce que c'est, et on a encore beaucoup de travail sur la planche. Du coup. Vous avez des profils techniques. C'est quoi la tech? Où est-ce qu'on en est dans la tech? On a une espèce de timeline comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé les 10 dernières années? Où est-ce qu'on va? Alors, je vais prendre la parole. Alors déjà, on n'a pas vraiment un profil tech, et je pense que ça fait aussi partie justement de notre choix, c'est de se dire que justement, c'est pas que des gens qui ont des profils tech qui peuvent parler de la tech. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y connaît rien, c'est bien au contraire, on s'est beaucoup renseigné, on a fait pas mal de formations sur Coursera notamment, c'est une plateforme en ligne montée par un expert en IA. Le constat en fait c'est que en 10 ans ça a beaucoup évolué, et surtout cette dernière année, on a beaucoup évolué sur le plan des outils. Alors, il y a beaucoup de gens qu'on entend un peu partout qui disent que globalement la technologie sur l'IA n'a pas beaucoup changé. Ça reste du deep learning, du machine learning, enfin ça reste ces outils-là, clairement. Par contre, la capacité de calcul et la façon dont on a formé ces intelligences artificielles donne des résultats qui sont assez impressionnants. Donc on est vraiment là à un tournant de l'utilisation de ces outils. On a réussi à les démocratiser. On a ChatGPT qui a 1 milliard d'utilisateurs par mois, 15 milliards d'utilisateurs depuis le début d'année, donc c'est un outil qui est surconsommé, qui est hyper utilisé, et c'est que le début en fait. On va voir que ça va partir très vite, très loin. Les IA génératives, justement, ce qui dit des IA capables de produire du contenu à partir de consignes qu'on lui donne, ces IA-là vont vraiment exploser dans les prochaines années, parce qu'elles vont bientôt être incluses dans tous les outils qu'on utilise. Donc on les voit déjà dans énormément d'outils, mais ça va encore être encore plus le cas quand ça va arriver par exemple dans les téléphones. On va avoir des IA génératives dans les téléphones qui vont permettre de faire des choses complètement dingues.
il y en a déjà, qui permettent de retoucher des photos, qui permettent d'avoir de l'assistance. Siri, il va sûrement vachement évoluer dans un proche avenir. Donc le constat, c'est un peu ça, c'est que tout bouge. Et on est à un début 2023, je pense que ça va marquer l'an 1 presque de toutes ces grosses évolutions. Et dès l'année prochaine, ça va être complètement dingue. Et pour le coup, La Réunion ne va pas être épargnée parce qu'on a des gros consommateurs de technologie à La Réunion. On a pas mal d'utilisateurs de mobile enfin, on a un gros taux d'utilisation de mobile, quasiment tout le monde a un mobile, même les gamins de 8 ans, 9 ans ont des téléphones mobiles. Donc tout le monde va utiliser ces outils-là. Et je sais pas ce que tu en penses, mais... Je te rejoins. Et puis, pour beaucoup de gens, en fait, l'IA générative, c'est grand public depuis 1 an. Il y a plein d'outils qui utilisaient déjà le modèle GPT ou autres pour faire tourner leurs outils. Et à mon sens, il y a eu des avancées majeures comme le modèle Transformer, sans quoi tout ça serait pas possible en l'état. La tokenisation, on en parle peu, mais c'est un vrai enjeu et c'est quelque chose qui a fait bouger les choses. Et l'avantage et l'inconvénient de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un afflux de capitaux. Donc tout le monde veut aller sur l'IA, tout le monde veut créer des projets d'IA. Certains tiennent la route, certains non. Et le point est que cet afflux de capitaux sert aussi à la recherche, et c'est la recherche qui permet d'avancer sur des choses importantes. Et on parle d'ailleurs de laboratoire. OpenAI est un laboratoire, Runway est un laboratoire, Google a son propre laboratoire. Donc la recherche est importante et c'est ce qui a fait bouger les choses ces 10 dernières années, sans forcément que le grand public en ait conscience. Après, du coup, si on peut recentrer à La Réunion, on espère aussi qu'il y aura une petite émulation. Moi, il y a un projet que j'aimerais bien mener au sein de l'association. C'est justement ces modèles à la GPT et autres, c'est ce qu'on appelle des modèles de langage, donc ces outils génératifs qui sont là pour traiter le langage, donc pour pouvoir parler, discuter, faire des phrases. Et il y a un projet que j'aimerais bien mener, c'est en faire mais un modèle local, donc un modèle de langage qui cause créole, qui comprendrait le créole, qui pourrait parler créole, et qui permettrait de traduire le créole en français, et inversement, le français en créole, parce qu'il y a des gens qui viennent ici parfois qui ne comprennent pas le créole, et il y a des gens qui sont créoles qui parlent mal le français, notamment les Gramounes qui ont un petit peu du mal parfois, et c'est pas de leur faute, hein, c'est aussi c'est l'époque qui voulait ça. Donc je trouve que ça serait un super bon projet, ça serait un projet qu'il faudrait lancer avec différents partenaires. Ça serait super cool que les linguistes de l'université, que les chercheurs de l'université, que tous ces gens-là se penchent un petit peu sur le projet. Ça serait ultra fun, ça serait un truc vraiment super intéressant. Et nous, au sein de l'asso, j'aimerais bien monter ce projet-là. On en a déjà discuté 1 ou 2 fois, mais c'est vraiment un truc que je me dis, 2024, sortir un petit GPT créole, ça serait vraiment drôle, quoi. Et en plus, il y aurait plein d'usages. Oui, et puis Juste pour retarder là-dessus, regarde la caméra et invite les gens à collaborer avec l'association. Je peux le faire là. Ouais, d'ailleurs, tous ceux qui veulent rejoindre le projet, ça sera avec un immense plaisir. Vous pouvez rejoindre l'association et on pourra travailler ensemble, ça sera vraiment cool. Et d'autant plus que notre langue fait partie de notre patrimoine, de notre richesse. La langue, elle a toute une histoire. Il y a des mots qui viennent de Bretagne, d'autres qui viennent d'Inde, etc. Et c'est unique. Et c'est vrai que uniformiser l'éducation via le français, c'est important pour qu'on puisse tous se comprendre. Mais cette particularité-là, elle fait partie de nous. Et je te rejoins là-dessus, sur le fait qu'il faut faire vivre ça. Il y a un truc marrant, c'est qu'il y a une tendance qui se dessine là, sur les IA. Sur les IA génératives, c'est qu'on fait de plus en plus d'IA génératives qui sont personnalisées, donc avec des personnalités et autres. Meta, donc Facebook et Instagram, a déjà présenté un modèle qui peut se calquer sur la personnalité de célébrités, donc avec, je sais plus quelle célébrité dedans, il y avait qui déjà ? Bref. Ouais, exactement. Il y avait la famille Jenner. Il y avait l'autre rappeur là, dont j'oublie tout le temps le nom aussi. Bref, l'idée c'est qu'on est en train de développer des IA avec des personnalités. Et je me dis, une petite IA créole avec certaines personnalités
de célébrités créoles, ça peut être vraiment, vraiment fun. Tu vois, une petite IA qui a l'humour de Thierry Giardino, des trucs dans le genre, avec un petit accent créole léo, franchement, je me dis, il y aurait vraiment moyen qu'on puisse faire des trucs très drôles avec ça. Et très, très, très utile aussi, hein, potentiellement, parce qu'une IA qui parle créole, qui parle français, ça peut être hyper intéressant dans certains services publics, par exemple, ou dans certains endroits où, justement, comme je disais, les Gramouns, par exemple, n'ont pas toujours la possibilité, parfois, d'utiliser, parce qu'on a mis de plus en plus d'interfaces technologiques, et parfois ces Gramouns ne savent pas se servir de ces interfaces technologiques, donc on leur dit allez à la borne et remplissez vos dossiers, faites comme ça, mais eux ils ne savent pas faire ça. Donc avec une IA générative qui fonctionne en mode assistant à la Siri, qui code créole, qui peut te dire quoi faire, bah, ça serait vraiment utile parce qu'on permettrait de réduire un petit peu cette fracture numérique, et c'est pas un projet infaisable, quoi. Déjà, ChatGPT cause un peu créole. Alors, on essaie de faire causer créole ChatGPT, il mélange un peu tout. Il fait du créole mauricien, antillais, réunionnais, c'est un peu marrant. Mais justement, le spécialiser dedans, ça serait vraiment un super projet, quoi. Et ça, c'est intéressant, c'est la façon dont ChatGPT a changé le moyen dont on communique avec les machines. Ça, c'est nouveau. Il y a quelques années, les chatbots étaient en vogue, mais ils n'étaient pas très pertinents sur les réponses et très limités entre 2015 et 2018. Et ce qui fait que beaucoup ont abandonné l'idée du chatbot. Là, ça revient en force, les chatbots, etc. Mais on est sur une manière complètement disruptive d'utiliser les machines. Ça va encore évoluer. Aujourd'hui, on prompte en écrivant. Demain, on promptera, et ça commence déjà, en parlant. Et puis même, vous pouvez faire des dessins et c'est encodé, etc. Enfin, ce qui se passe en ce moment, c'est dingue. Les progrès se font rapidement, justement parce qu'il y a une adoption qui est importante des utilisateurs. Parce que si on déploie un modèle et qu'il n'est pas utilisé, on ne peut pas faire de feedback, on ne peut pas l'améliorer. Et c'est vrai que cette adoption importante participe au fait que ça évolue aussi vite. Clairement, les échanges, la façon d'échanger change. J'ai un pote, coucou Clément, qui a passé 1 heure à discuter avec ChatGPT en vocal, qui m'a dit non mais c'est trop cool, il est super intéressant. Et ouais, ça va complètement révolutionner le truc. D'ailleurs, je note que tu dis ChatGPT, donc tu parles en anglais, donc respect, je vais essayer de m'adapter. ChatGPT, du coup, a vraiment changé la façon dont on interagit. Et comme tu disais, en fait, les gens le savent peut-être pas, mais ces outils apprennent de leurs interactions. Donc on a des technologies, on nous a dit qu'il faut parler technique, donc on va parler technique, qui s'appelle le Deep Reinforcement by Human Feedback. Donc l'outil se renforce à travers tous les échanges qu'il a avec les utilisateurs. Donc le simple fait qu'on dise à ChatGPT, excusez-moi, à ChatGPT, non, là ce que tu m'as donné comme résultat n'est pas bon, ça lui permet d'apprendre et de s'améliorer. Et justement, le fait que cet outil soit hyper utilisé, lui permet d'être de plus en plus efficace, et on en est vraiment à un stade pour ceux qui ont testé l'outil à ses débuts et qui le testent aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À ses débuts, ChatGPT, il hallucinait tout le temps, il sortait plein d'âneries, il était parfois à côté de la plaque, on lui posait une question simple, il mettait des réponses qui étaient complètement à côté. En seulement 2 mois, l'outil est devenu d'une performance déjà impressionnante, et là, l'outil a 1 an, et je pense, sans exagérer, pouvoir dire que tous ceux qui le testent aujourd'hui se demandent vraiment comment il fait pour donner des réponses comme ça, quoi. Là où c'est vraiment marrant, c'est que il y a plein d'études qui sortent qui démontrent que sur certaines tâches, ChatGPT est plus performant que des humains, quoi. Bon, après, ça, c'est un autre débat, parce que justement, il y a un truc qui fait beaucoup peur sur les IA, notamment en France, c'est les gens ont peur que les IA nous dépassent, prennent le pouvoir, deviennent autoritaires. Mais c'est une peur qui, pour l'instant, en tout cas, à mon sens, n'a pas lieu d'être, parce que ça reste que des outils. Ça reste des outils qui ont été formés sur la base de retours humains. Donc on a un gros débat sur l'intelligence artificielle supérieure à l'homme, notamment avec un niveau de conscientisation. Pour l'instant, il n'y a aucune intelligence artificielle qui est dotée d'une conscience, donc les gens qui ont peur de ça, je pense qu'ils ont un peu trop regardé de films de science-fiction, sûrement. Et bon, après, on va pas se mentir aussi, il y a aussi des gens qui véhiculent cette peur. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une IA, en tout cas actuellement. Ça serait comme dire j'ai peur de mon ordinateur parce que de temps en temps il y a des voix qui sortent dedans. Enfin, voilà, je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais
Et en tout cas, une des missions qu'on s'était fixée aussi, c'était ça, c'est d'essayer d'expliquer comment ça marche et vraiment de dire aux gens, bah oui, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces outils, et ces outils ne sont pas conscients, quoi. D'ailleurs, nous, on ne dit pas intelligence artificielle, on dit les intelligences artificielles et on préfère même dire machine learning plutôt que intelligence artificielle qui remonte, le terme a été créé au début de la recherche où l'idée était d'imiter la pensée mais même le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est parti de là et aujourd'hui on parle de réseau de neurones mais les principaux acteurs préfèrent utiliser le terme de perceptron par exemple justement pour décorréler ce côté cerveau humain de tout ce qui est technologique. C'est des réseaux de neurones, mais avec des fonctions mathématiques dedans, quoi. Donc, c'est avant tout un réseau de fonctions mathématiques. Voilà. Donc, ça reste des maths, c'est de l'intelligence artificielle mathématique. D'autres sujets à lancer? Au travers de ça, on parle d'actualité, de biais. Les humains sont biaisés, l'intelligence artificielle aussi. Anaïs, parle-moi des biais de l'intelligence artificielle. Les biais de l'intelligence artificielle. Parlons des biais d'abord de l'humain. Il y a des centaines de biais. La difficulté du biais, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on est biaisé et quels sont les biais qui entrent en action. Il y en a énormément. Et forcément, les IA étant entraînées sur des données générées par des humains, donc biaisées initialement, l'IA est biaisée de fait. Il y a une grosse prise de conscience là-dessus, sur l'utilisation notamment de génération de textes. Il y a une grande différence entre il y a 1 an et aujourd'hui. Il y a une grande différence entre il y a 1 mois et aujourd'hui. Et je le vois dans les utilisations que je fais auprès d'étudiants et d'adultes. Il y a 1 mois, l'outil m'aurait répondu telle question et aurait complètement inventé et halluciné. Aujourd'hui, selon la façon dont on va lui demander les choses, il va dire non, je ne suis pas en mesure de répondre sur le récit de ton voyage parce qu'il me faut davantage d'éléments, etc. Par contre, je peux te proposer un plan. Et puis, l'outil demande aussi, dis-moi plus, qu'est-ce que tu peux me dire, etc. Alors qu'on était initialement sur quelque chose de on génère pour générer et tant pis si c'est faux. Et il y a énormément d'avancées qui sont faites là-dessus parce qu'il y a une très grande prise de conscience de la part des chercheurs, de l'impact de ces biais et du coup de ces réponses qui sont prises pour véridiques par le grand public. Et comme il y a de la toxicité au final des outils génératifs de texte principalement, parce que il y a toujours eu des informations qui sont fausses, ça fait partie de l'histoire. Parfois ça vient même de nos propres gouvernements. Et l'idée c'est avec l'IA, on peut en effet faire des choses beaucoup plus rapidement, plus facilement et à plus grande échelle. Donc les laboratoires en ont conscience et travaillent là-dessus. Après, c'est toujours trouver la limite entre leur économie à eux, de ces laboratoires-là, mais aussi de quand est-ce qu'on atteint le droit personnel, quand est-ce qu'on atteint la limite aussi de la créativité, du plagiat. Il y a tellement de questions qui se posent que le changement, il n'est pas juste technologique, il est légal, il est aussi dans l'éducation, il va falloir repenser la santé, culturelle. Enfin, il y a tellement de choses qu'en effet, je te rejoins sur, on est à l'an 1 de l'IA générative pour le grand public. Et du coup, toi, Je vous ai pas dit, mais j'ai une limite technique de 27 minutes. Ok. Ça veut dire que je vais relancer la caméra. Ok. C'est mon personnage à fond. Si vous êtes prêts, je relance. Ouais. Alors, je vais lancer, et je vais vous demander de nouveau un clap. Ok. Là, j'ai lancé. Plus fort. Voilà, c'est bien. Ouais, putain, t'es trop fort. Ouais, du coup, par rapport au biais, ouais, tu as parlé des biais des IA génératives de texte, mais il y a aussi un énorme sujet sur les IA génératives d'images et de vidéos. Sur les IA génératives d'images, par exemple, énormément de recherches ont démontré que ces IA étaient super balèzes en matière de biais. Quand par exemple on va lui demander de générer des personnes par exemple qui font un métier technique ou scientifique, il va
dans 87% des cas, représenter des hommes. Blanc. Voilà, et j'allais dire, quand on va lui demander de représenter des personnes, dans plus de 60% des cas, il va représenter des personnes caucasiennes. Donc là-dessus aussi, il y a un élan de travail à faire. Et là aussi, je pense qu'il y aurait un petit projet sympa à faire, notamment à La Réunion, on a une diversité culturelle, de former des modèles, d'avoir des bibliothèques de modèles avec des modèles typés de gens de La Réunion. Et ça serait super intéressant parce que justement, on pourrait générer des images par intelligence artificielle sur du contenu typé Réunion, avec des gens typés réunionnais, et ça serait vraiment super sympa. Donc ça aussi, ça pourrait être un projet intéressant. Et là, pareil, hein, s'il y a des gens qui veulent se lancer, c'est open bar. Et sur cette question des biais, comme tu disais, il y a aussi beaucoup de changements à voir et à faire d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue sociétal. Il va falloir que les gens prennent conscience de ça aussi, qu'il faut faire attention aux textes et au contenu généré par ces outils. Juste prendre conscience de ça, ça sera déjà un gros changement. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de résultats de sorties qui sont biaisés, mais comme tu disais, le problème c'est que quand on ne sait pas que c'est biaisé, on ne voit pas le biais, donc on se dit c'est normal, quoi. Donc à travailler, et j'espère en tout cas que nous à La Réunion on prendra conscience de ça, parce qu'on a aussi cette force culturelle d'être vraiment à part dans le monde, avec des différences culturelles vachement intéressantes, qu'il faudra essayer peut-être d'incorporer dans certaines IA, ça serait cool. Il y a un point qui m'inquiète, c'est quelque part l'absence d'esprit critique des gens sur le contenu qu'ils reçoivent, notamment via les réseaux sociaux, parce que c'est le canal d'information unique de beaucoup de gens, et ils pensent que ce qu'ils voient sur tel ou tel réseau social, c'est la vérité, et c'est un endroit formidable pour propager de l'information qui n'est pas vérifiée, voire qui est fausse, et qui a été générée à des fins négatives. Et ça m'inquiète parce que les gens ne se posent pas la question de est-ce que cette image, par exemple, ou cette vidéo a été générée par IA ou pas. Et je sais que depuis 1 an, c'est la première question que je me pose quand je vois quelque chose. Est-ce que ça a été généré par IA ou pas? Et si la personne ne veut pas mettre que ça a été généré par IA, ça peut être très confondant pour l'esprit. On peut penser que c'est authentique, alors que ça ne l'est pas. Et ça, pour moi, c'est un gros enjeu pour le coup, parce que les gens ont tendance à croire tout ce qu'ils voient. Je suis comme saint Thomas, je crois. Je crois ce que je vois, et du coup, quand tu ne peux même plus croire ce que tu vois, en fait. Après, du coup, l'excès inverse, est-ce qu'on va pas tomber dans une forme de paranoïa où dès qu'il y a un contenu, on se dit ça se trouve c'est faux, tu vois, il y a un moment, il y aura, je sais pas, un sujet hyper sérieux, avec une alerte hyper sérieuse d'une vraie problématique. Tout le monde va se dire ça c'est faux, c'est généré par IA, tu vois, je sais pas, un volcan qui explose, tout le monde se dit non, mais ça c'est faux, on le voit. Le changement climatique, voilà, tout simplement, hein, le réchauffement donc de ça la c'est planète. faux, ça pour le coup. C'est coupé au montage, tout ça, évidemment. Non, je déconne. Mais oui, effectivement, après, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On voit beaucoup de contenu généré par intelligence artificielle. Il y a certaines personnes qui ont encore la décence et l'éthique de préciser que c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui ne précisent pas. Et même pour les gens qui précisent que ça a été généré par IA, il y en a d'autres qui relaient ces infos ou ces contenus en pensant que c'est vrai. Et d'autres personnes qui voient le relais, qui se disent ah c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, il y a une vraie problématique avec ça. En fait, dans la catégorie des vrais sujets un peu inquiétants sur l'IA, on parlait des deepfakes avant. Donc, comme tu l'as dit, les fausses informations, ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'avec ces outils d'intelligence artificielle, ça devient tellement facile de générer du faux contenu quand on sait vraiment bien faire avec un outil, un logiciel qu'on peut trouver facilement sur Internet. On peut coller le visage de n'importe qui sur une vidéo et en faire ce qu'on veut. On peut reproduire aujourd'hui des voix sans problème. Il y a des outils qui permettent d'enregistrer 10 secondes d'une voix et de la reproduire dans tous les cas de figure qu'on veut. Donc il suffit juste de donner le texte qu'on veut que cette voix génère et elle va reproduire le texte qu'on a dit avec la voix de la personne qu'on a repris. Donc c'est hyper facile aujourd'hui de faire du faux contenu. Et je pense que les prochaines élections ça va être un gros chaos. Il va y avoir des vrais
prise de conscience à tous les niveaux, parce qu'il va y avoir de plus en plus de sujets pour dire alors vous avez tous vu cette vidéo de tel candidat qui a dit ça, et ben c'est faux. Vous avez vu ce contenu, et ben c'est faux. Et au bout d'un moment, les gens vont commencer à se dire est-ce qu'on peut encore croire à quoi que ce soit et à qui faire confiance, parce que les gens qui ne font plus confiance à la presse, on fait encore un petit peu confiance aux réseaux sociaux, mais bientôt on ne croira plus en rien, et donc on va tous s'enfermer peut-être dans une bulle. Et voilà. Et peut-être ça signera d'ailleurs la fin des réseaux sociaux, hein, qui sait. Ou en tout cas, les réseaux sociaux vont vraiment devenir ce que Mark Zuckerberg avait annoncé, un univers virtuel dans lequel tout est faux. Donc un métavers. Voilà. À voir. On revient sur des sujets locaux, des questions. Non, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez ce bouquin? On en a discuté hier. Non, je le connais pas. J'ai écouté quelqu'un qui le démontait. Ah. Ouais, moi aussi j'ai fait les deux. J'ai écouté, j'ai lu à moitié, j'ai écouté le mec qui le démontait, j'ai écouté les interviews, c'était marqué. Est-ce que c'était marqué chez Manu? Oui, Ouais, je crois. très bien, oui. Qu'est-ce que, en étudiant l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous avez appris des humains? Je laisse répondre. Ce que j'ai appris des humains, c'est une capacité d'adaptation incroyable et c'est pour ça que je m'inquiète pas trop sur le fait qu'on ait plus d'emplois par exemple, etc. L'humain, l'espèce humaine a su évoluer, on est toujours là alors qu'on a connu des choses catastrophiques. Je ne crois pas que qui que ce soit ait un intérêt à ce qu'il y ait une super IA qui prenne le contrôle de nous tous. Pas plus que qui que ce soit ait un intérêt à appuyer sur la bombe nucléaire. Donc j'ai foi en l'humain, j'ai foi en sa capacité d'adaptation. Et voilà. De mon côté, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. J'aime l'esprit humain pour le coup. J'adore ce qui vient du cerveau humain, en positif de préférence. Hein. Et j'ai toujours aimé, justement, enfin, moi, ce qui m'avait toujours fasciné dans l'intelligence artificielle, c'est plus on avance dans l'intelligence artificielle, et plus justement on avance aussi sur la recherche, sur notre fonctionnement à nous. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. On parlait de biais, on a parlé de plein de trucs dans le genre, et c'est assez marrant parce que sans le vouloir, en fait, on se rend compte que, par exemple, quand on forme certaines IA à faire certaines tâches simples, il arrive des choses comme, par exemple, ce qu'on appelle des comportements émergents, c'est-à-dire que les outils arrivent à faire des choses pour lesquelles elles n'étaient pas prévues, et on se rend compte, justement, comme tu le disais, que ça ressemble beaucoup à nos capacités à nous, de justement de nous adapter, de pouvoir dire, bon, nous, on a été prévus pour faire ça, 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 bon, on n'a pas été prévus pour faire ça, mais on arrive à s'adapter, et justement, on arrive à trouver des solutions pour nous adapter à ces situations-là. Et ce que je trouve un peu dommage au sujet justement de l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a énormément de débats autour de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, après c'est comme tout, hein. On sort souvent la référence du marteau ou du couteau de cuisine. En fonction de ce qu'on peut en faire, ça peut soit servir à faire de la cuisine, soit à tuer des gens. L'IA, pour moi, en fait, si on s'en sert bien, je pense que l'humanité a quand même plein de possibilités d'en faire quelque chose de cool, ne serait-ce que pour nous comprendre, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Il y a autant de gens qui sortent des outils d'intelligence artificielle pour faire du deepfake, qu'il y a de gens qui sortent des outils d'intelligence artificielle pour soigner des maladies, pour comprendre comment fonctionne l'univers, pour comprendre comment fonctionne l'énergie autour de nous, pour comprendre comment fonctionnent les humains. On a appris, on a fait des recherches hallucinantes sur les langues, sur l'histoire. Il y a des IA qui décryptent des langues que les humains ont du mal à comprendre. Et je me dis, moi en tout cas c'est comme ça que j'aimerais qu'on évolue, c'est de se dire si ces outils-là peuvent nous aider justement à évoluer dans le bon sens, ça serait dommage de s'en priver, et ça serait d'autant plus dommage de s'en priver juste parce qu'on se dit ouais mais il y a des gens qui vont en faire des mauvais usages, quoi. Parce que ce qu'on a pu voir aussi de l'humanité, c'est que si on s'arrête à la peur, on n'avance pas, alors que si on essaie justement de se dire bon allons tous ensemble vers un avenir un peu meilleur, généralement on y arrive parce qu'on a cette capacité-là. C'était le moment philosophique. Et puis dans la santé, il y a eu des progrès immenses grâce aux IA. Dans la recherche pour sauver notre planète, pour l'environnement, il y a des progrès qui sont faits, qui sont incroyables.
je crois que notre système d'éducation doit changer parce que ça fait longtemps qu'on éduque de la même façon et que pour le coup on ne s'est pas adapté. Et j'ai vraiment foi là pour le coup de ce en quoi l'IA peut apporter. Après, encore faut-il que les gens qui décident acceptent de bouger les choses et ceux qui sont en dessous et qui enseignent acceptent aussi de travailler différemment. Et je crois que c'est là aussi le grand challenge, c'est de se dire on voit ce que ça va nous enlever de manière péjorative, mais on ne voit pas ce que ça peut nous apporter. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont réfractaires à l'utilisation de tels ou tels outils. Et ça, c'est dommage. Pour une IA, il faut mettre des coups de chapeau pour les oreilles qui n'écoutent pas. Ça serait une IA éducative efficace. Coup de chapeau.ai. Est-ce que tu peux revenir un peu expliquer c'est quoi les comportements immersifs, comme tu disais? Émergent. C'est quoi un comportement émergent et c'est quoi un exemple? Raconte-lui. À moi d'expliquer pourquoi je sors des traits. Tu peux parler de RAG et de fine-tuning si tu veux. De RAG et de fine-tuning. Ouais, en fait, pour expliquer ce que c'est qu'un comportement émergent, c'est un truc qui existe, enfin, c'est un phénomène qu'on constate à plein d'échelles, à plein niveau. C'est quand tu donnes des règles très simples à un système, on se rend compte que parfois, avec ces règles très simples, le système est capable de faire des choses complexes pour lesquelles elle n'a pas été conçue à la base. Donc ça se voit par exemple avec des micro-organismes. On se rend compte que quand on fait des études sur des micro-organismes, parfois ces micro-organismes arrivent à se réunir entre micro-organismes et faire des choses qu'elles n'auraient jamais pu faire en restant seules dans leur coin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des comportements émergents. Et on l'a constaté dans certaines intelligences artificielles. Donc on s'est rendu compte par exemple que ChatGPT, pour prendre un exemple concret, ça, à la base n'a pas été conçu par exemple pour faire du code de programmation. Mais on s'est rendu compte, au moment où on lui disait génère-moi du code de tel ou tel truc, qu'il était capable de le faire. Alors qu'il n'a pas été conçu pour faire ça. L'idée étant que quand il a été formé pour étudier des textes, là aussi étudier des textes de programmation. Et il a... Alors, si j'utilise cette expression, je vais me faire défoncer dans les commentaires par des spécialistes, mais je vais vulgariser un truc. Donc les spécialistes, excusez-moi, je vulgarise. On s'est rendu compte qu'en fait, il a compris, je mets des méga guillemets, comment on générait du code, quoi. Et ça, c'est un exemple de comportement émergent. On l'a vu aussi sur la traduction. C'est-à-dire que quand on l'avait formé à parler anglais, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'énormément d'efforts pour lui apprendre à parler d'autres langues. Parce que les structures de langage sont plus ou moins les mêmes. Et ça, c'est aussi un autre exemple de comportement émergent. C'est-à-dire qu'il n'a pas été conçu pour parler plusieurs langues. À la base, il n'a pas été conçu pour ça. ChatGPT n'est pas un outil de traduction, mais on s'est rendu compte qu'il y arrivait très bien. Et il y a d'autres capacités de certaines IA qu'on constate là aujourd'hui en mode émergent. Alors, c'est pareil, il ne faut pas se dire, si ça se trouve, il va y avoir une conscience qui va émerger, tout ça, pas du tout. Mais on se rend compte que les systèmes simples peuvent parfois produire des résultats complexes qui ne sont pas prévus. Et d'ailleurs, il y a tout un champ d'études, il y a des entreprises qui sont en train d'étudier tout ça. Donc DeepMind, qui est le laboratoire justement d'IA de Google, DeepMind, ils sont en train de justement tester des agents, des petits agents qui ont des petites tâches simples. Ils les font travailler ensemble. Donc des agents, par exemple, ils vont créer un système virtuel dans lequel ils vont créer une entreprise virtuelle pilotée par des IA. Donc tu vas avoir des agents, par exemple, qui font du RH, des agents qui font de la paie, des agents qui font tel ou tel service. Et ils vont les faire travailler ensemble et ils vont se rendre compte, sans dire aux agents qu'il faut fonctionner comme ça, travailler comme ça, qu'ils vont d'eux-mêmes réussir à produire des résultats et des méthodologies de travail qui n'étaient absolument pas prévues. Et ça, c'est pareil, c'est des systèmes émergents. Et ils étudient ça pour voir justement comment on leur donne des règles simples, donc il faut faire ça, 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 donc les RH font ça, la comptabilité fait ça. Comment, à un moment, les agents, pour optimiser leur façon de fonctionner, inventent de nouveaux systèmes qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Et ça, c'est un truc assez fascinant, je trouve, qui peut faire peur, mais qui reste cadré. Merci pour ça. Il nous reste un petit 5 minutes de bande. Donc c'est le moment de dire ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire.
largement vous et de donner Clio. Et peut-être ça. vos plannings pour 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos adhérents? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui s'intéressent à On l'IA? les aime. Qu'est-ce que vous voulez dire aux décideurs? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, je te laisse les dire. Non. Qu'est-ce qu'on veut dire? On a plein de trucs à dire. Alors déjà, comme je disais, je cherche un logement ce week-end du côté de Saint-Benoît. Donc si quelqu'un a une petite case avec proximité bassin, ça me va. Et plus sérieusement, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est... enfin, moi en tout cas, j'ai toujours été curieux de pas mal de choses. Et je trouve que l'IA, c'est un sujet, ça faisait super longtemps que je n'avais pas trouvé un sujet qui m'excite autant. Apprendre bien évidemment au sens scientifique voilà, du terme. C'est ultra intéressant parce que comme on l'a dit, ça apprend énormément de choses sur nous, sur notre mode de fonctionnement, sur ce qu'il est possible de faire. On a des avancées mais qui sont juste dingues avec ces outils. Et je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a une trop grosse hype autour de ça. Et je suis en partie d'accord, on en fait parfois un peu des caisses. Mais il y a aussi des vrais résultats, il y a vraiment des trucs hyper intéressants qui viennent, qui sortent, qui existent avec ces outils. Moi qui suis par exemple le pire graphiste du monde, enfin moi mon niveau graphique c'est la tête à Toto, et encore la tête à Toto mal faite, elle est même pas ronde, j'arrive à faire des choses que j'aurais toujours rêvé de pouvoir faire grâce à des IA génératives type Midjourney et autres. Et je suis super content. J'ai fait à un moment les 12 signes du zodiaque avec des trucs en perles. C'était magnifique, il y avait des rayons. Enfin, c'était tellement beau. Je me disais, en toute modestie bien évidemment, parce que c'est pas moi qui fais le travail, c'est l'IA. Mais c'est un truc que j'aurais toujours rêvé de savoir faire. J'ai jamais réussi à le faire. Là, grâce à ces outils-là, j'arrive à faire ça. Et je me dis, je ne veux pas non plus dire aux gens, allez-y tous, parce qu'il y a aussi des enjeux à travers l'énergie, la consommation de ces outils-là. Il y a toutes ces problématiques-là, mais j'ai envie juste de dire aux gens, ne vous freinez pas, n'ayez pas peur, ça reste une technologie comme une autre, exactement comme quand le mobile est arrivé. Alors oui, il y a eu des travers sur le mobile, hein. Les gens sont persuadés aujourd'hui qu'on ne se parle plus, s'il y a demi-vrai. Il y a des travers sur tous les outils, mais si on s'arrête juste en se disant il va y avoir des travers, donc il vaut mieux pas qu'on y aille, je me dis ça serait super triste parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses très utiles et très intéressantes. Donc mon message c'est bon les gars à La Réunion, allons aussi là-dedans, faisons des trucs locaux, faisons des IA locales, faisons des projets locaux qui permettront justement de mettre en avant La Réunion, de sortir des trucs vraiment cool même pour La Réunion même. Avoir des projets comme ici qui codent créole, qui font des images de trucs de La Réunion, qui résolvent des problèmes et des problématiques réunionnaises. Franchement, moi, s'il y a une IA qui règle la problématique des transports et de la circulation à La Réunion, je dirais alléluia, ça sert à quelque chose d'utile. Donc allons-y et puis espérons que plein de gens nous rejoignent là-dedans, quoi. C'est un peu parenthèse. Encore. Soyez curieux, si vous avez peur, cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas peur, cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Dans les deux cas, vous serez gagnant. Soyez curieux sur l'utilisation des outils, quels qu'ils soient. Vous avez peut-être des projets en tête, des moments difficiles que vous avez vécu et vous avez pensé que telle solution aurait peut-être pu être mise en place par des humains. Alors c'est peut-être possible avec les technologies actuelles. Et apprenez, et c'est peut-être là l'une de nos plus grandes erreurs, c'est croire que quand on quitte l'école, il faut arrêter d'apprendre. Au contraire, la vie c'est de l'évolution et on apprend tout le temps. Là, ça demande une démarche plus proactive. Et si je dois finir, je dirais merci à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers mois. Sur l'association, on est très contents. Sans adhérence, ça ne fonctionnerait pas. Donc merci beaucoup. Et puis 2024, on va essayer de continuer, de persévérer et de grandir. Magnifique. Merci. Ouais, merci à toi. Merci. Au revoir. T'es un peu sérieux quand même. C'est quoi que tu dis? J'ai dit on est